Elle m'a fait avoir froid, elle m'a fait avoir faim, elle m'a chassé des squares, elle m'a fait peur, j'ai failli être violé. J'étais trop jeune pour mourir et j'étais trop jeune aussi pour me dire que ma vie allait s'arrêter là. Personne est prêt à la rue, personne. Je suis parti de chez moi à 17 ans pour fuir les coups de mon père. J'ai connu la rue pendant 1 an, donc la vraie rue. Il n'y avait pas encore de digicode, donc c'était simple, on pouvait dormir dans les étages, sur les paillassons. J'ai connu la faim, j'ai connu le froid, j'ai connu la misère, j'ai connu surtout l'extrême solitude, j'ai connu l'effroi, la peur. Pour bien comprendre, dans ce livre, vous racontez votre fuite, votre fugue du domicile familial à l'âge de 17 ans. Pourquoi vous êtes parti? Je me suis enfui, mais pas comme un jeune qui s'émancipe de sa famille parce qu'il le faut un jour. Mais je me suis enfui parce que j'ai été élevé par une mère absente, mais parce que ma mère était la première victime de cet homme qu'on pourrait considérer comme un minotaure. Hein. Vous imaginez un labyrinthe, le minotaure, avec lui qui trône comme ça, puis moi qui cherche une porte de sortie depuis des mois et des mois. Et à 17 ans, il faut que je m'enfuie parce que c'est un père qui est non seulement autoritaire, qui a choisi notamment l'armée allemande pendant la guerre, qui me frappe en hurlant en allemand, qui est extrêmement raciste, qui est antisémite, enfin, qui est tout ce que je vais être obligé de combattre ma vie entière. Par exemple, nous sommes en pleine guerre d'Algérie et mon père rentre de Lyon, nous étions à Lyon, le soir, avec sa gabardine blanche tachée de sang. Et quand ma mère s'inquiète, moi je suis là, je suis à table, et ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit rien. C'est un arabe qui m'a regardé de travers, je l'ai dérouillé. Et ma mère, moi je suis... Vous avez quel âge à cette 12 ans, 13 ans. Et la seule réponse de ma mère, c'est du sang sur la gabardine. Mais comment je vais avoir ça, moi? Il faut fuir. Il faut t'enfuir. Tu ne peux pas rester là avec cette dame qui est une victime, avec lui qui est un bourreau. La seule solution, c'est la porte. Et donc, à 17 ans, j'ai pris la porte. Vous écrivez dans votre livre, vous racontez les derniers instants que vous passez avec Jacques, votre meilleur ami d'enfance, et vous écrivez « J'ai rejoué le geste de ma jeunesse, sachant que mon enfance se déchirait, qu'elle allait me quitter pour de bon, qu'elle refusait de me suivre hors de cette ville. » Est-ce que vous aviez conscience de ce que ce départ signifiait et ce qui vous attendait? Et je ne savais pas du tout. C'est-à-dire que je suis vraiment... J'ai claqué cette porte, je suis descendu, j'ai pris un train sans billet, encore une fois. Ça y est, il y a prescription pour Paris. Je ne savais pas ce qui se passerait, mais tout valait mieux que le bruit des clés de mon père qui arrivent, de son... Je préférais les cris, je préférais l'effroi, je préférais tout ça plutôt que ça, mais je ne sais pas où je vais. Je pensais qu'il y avait une solidarité de rue. Je pensais que j'allais tomber sur des gens comme moi et qu'on partagerait le pain, quoi, ou qu'on partagerait des idées, des envies. Et en fait, je tombe sur une petite humanité qui est totalement désarticulée, qui est déshumanisée paradoxalement. Et je tombe sur des gens... Enfin, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Vlad, tout d'un coup un meilleur ami de rue, hein, qui s'appelle Vlad, et puis je dors à côté de Vlad sous une Porsche cochère, et quand je me réveille, Vlad n'est plus là, et il a piqué dans mon sac. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu te dis, tu es absolument seul au monde. Et cette solitude au monde, ça, je ne l'imaginais pas du tout. Personne est prêt à la rue. Personne. C'est-à-dire que, enfin, heureusement, j'avais pris un couteau. Et encore, je suis un homme. Mais les femmes invisibles dans les parkings, c'est d'une violence extrême. Et aussi l'autre chose que je n'imaginais pas du tout, maintenant je le sais, mais c'est comme tu disparais dans la ville. Comme la ville, elle te digère, mais comme un aliment, comme un objet. C'est-à-dire que tu n'existes plus, tu te confonds avec la brique qui est derrière. La ville, elle est comme les gens, elle t'enjambe, elle ne te voit plus. Il n'y a plus de regard qui s'accroche à toi. Tu n'as plus de regard humain. Sauf alors de temps en temps, une mère, ça m'est arrivé 3-4 fois, une mère qui pousse ses enfants, disant, tu vois, si tu seras humain à l'école, tu seras comme le garçon qui est là. Et c'est ça qui était le plus difficile. En plus du froid, en plus de la solitude, en plus de la faim, en plus de la soif, en plus de la peur, parce que la rue est un lieu parfaitement hostile, ces disparitions de l'individu dans la rue, c'est quelque chose qui m'a terrorisé et qui me touche encore. C'est-à-dire que je fais extrêmement attention, là, lorsque je marche dans la rue, extrêmement attention de ne jamais baisser les yeux quand on me regarde. Quelqu'un qui est dans la rue qui me regarde, au moins que cette personne-là ait un regard dans sa journée. Nous, je me souviens que lorsqu'il pleuvait, un regard, on appelait ça un soleil. Et je trouve ça, voilà, on avait un soleil, un regard humain. Nous sommes pas loin d'après la guerre. Le mot SDF n'existe pas du tout. Le mot nouveau pauvre qui est arrivé dans les années 80 n'existait pas encore.
c'était des clochards. Donc moi, ce que je voulais pas, c'est être un clochard. J'étais un jeune, désorganisé, désargenté, mais je voulais pas qu'on me prenne pour un clochard. Je trouvais que être propre, c'était une condition de ma dignité. C'était la seule, ou presque, à peu près. Pour 1 franc, en fait, vous aviez, c'était à Saint-Méry, c'était les bains publics, ils existent encore, je crois. Vous aviez 20 minutes d'eau tiède, on se lavait, évidemment, et on lavait nos vêtements sous la même douche. Et ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était extrêmement important. La propreté. J'étais trop jeune pour mourir et j'étais trop jeune aussi pour me dire que ma vie allait s'arrêter là. Donc il fallait que... Je savais que, même si je ne le comprenais pas, c'est maintenant que je peux le dire, parce que ça y est, maintenant je comprends, mais j'avais une peau de bébé, en fait, une peau de jeune gamin. Et puis la rue m'a donné un cuir d'homme. Et petit à petit, je suis passé de la peau de l'enfant à la cuirasse. À aucun moment vous avez pensé à rebrousser chemin et à vous dire, même dans les moments les plus terribles? Mourir. Non, c'était pas possible. Quelle que soit cette violence-là, je préférais crever sur un trottoir que de retourner les bras en l'air, me rendre à ce nazi. Vous écrivez, s'échapper de la rue, c'est craindre d'y retourner. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez peur d'y replonger? Je crois que c'est une chose qui est née avec l'écriture de ce roman-là. C'est que brusquement, la rue s'est rappelée à moi. Alors, lorsqu'on y a été, on sait qu'elle existe. C'est vrai que c'est quelque chose qui me hante encore. J'ai des souvenirs de rue. C'est-à-dire que si par hasard j'ai mal séché un linge, le souvenir de linge mal séché ne me dit pas j'ai mal séché le linge. Ça me renvoie au trottoir. Et une fois, c'est étrange parce que ma fille était petite, et enfin j'ai 3 filles, hein, mais il y en avait une qui était petite et qui me dit est-ce que je peux avoir une glace, donc je lui ai fait une glace. Elle en veut une deuxième, et je dis non, ça va. Elle me dit mais pourquoi on est pauvre? Cette phrase idiote, mais moi tout d'un coup, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai offert une deuxième glace pour pas qu'on parle de la rue. Même si je suis âgé et tout ça, la rue reste une compagne probable. Quand j'écrivais des romans et que je n'arrivais pas, que je ne pouvais plus, que j'allais dans des gares ou dans des endroits où je m'asseyais avec les gens de la rue, comme ça, juste pour être avec eux. Je disais rien. Mais juste vous ne parliez pas, juste à travers nous deux. Non, mais juste pour me lever et repartir. C'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre. C'est-à-dire pour pouvoir vous prouver aussi que vous n'apparteniez plus à la rue. Et que je sais qu'ils étaient là et je sais que j'avais une place. Le livre de Kell, c'est votre 12e roman. Vous avez écrit sur la guerre du Liban, sur le massacre de Sabra et Shatila, sur le conflit nord-irlandais, le cancer, sur votre père aussi beaucoup. Mais pourtant, c'est la première fois que vous racontez la rue, ce que vous y avez vécu et ce qu'elle a fait de vous. Pourquoi vous avez mis aussi longtemps avant d'en parler? C'était trop dur de le raconter avant? En fait, ce livre, c'est un aveu. J'ai eu beaucoup de temps à avouer que j'ai été dans la rue. J'ai eu beaucoup de temps à avouer ma terreur dans la rue. J'ai beaucoup de temps à avouer le vol, la drogue, ces sentiments de perdition. Je ne pouvais pas le faire au départ. J'ai eu beaucoup de temps à avouer la violence. Comment est-ce qu'on y rentre? Comment est-ce qu'on s'y sent bien? Et comment est-ce qu'on en sort? Parce que c'est impératif. Et avant d'en arriver à ce livre-là, c'est-à-dire avant d'en arriver à ce qui est... Alors j'aime pas parce que c'est un truc qui a été repris par la presse, tant pis, mais le chaînon manquant de tout ce que j'avais écrit. Et je savais que je repoussais ce moment-là jusqu'à mes dernières extrémités. Et j'avais besoin d'en arriver là pour avouer ça et pour dire rideau, quoi. Voilà, maintenant on va... Soit j'arrête, soit je passe à autre chose. Une chose qui va être très difficile, mais que... La fiction, la vraie, la pure. Mais là, je suis vraiment dans un moment où je sais que c'est fini.